S'il y a bien une chose qui occupe une place prépondérante, voire omniprésente dans la société, et ce depuis la nuit des temps, c'est le sexe. Car oui, le sexe ce n'est pas juste une trentaine de minutes de plaisir, c'est peut-être déjà qu'une trentaine de secondes pour certains, mais c'est surtout l'origine de la vie. Et bien qu'il puisse être souvent diabolisé, au cinéma, on a plutôt tendance à l'apprécier. Mais comment est-ce que l'on tourne ces scènes? Est-ce que les acteurs exécutent de réelles galipettes? Sont-ils à l'aise? Est-ce que les scènes de sexe ont un réel intérêt ou est-ce qu'elles sont là uniquement pour nous mettre mal à l'aise lorsqu'on regarde un film dans l'avion? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité Manon, une coordinatrice d'intimité. Et en gros, son job, c'est de superviser les scènes érotiques sur les tournages. Alors messieurs, dames, sans plus attendre, découvrons les secrets du sexe au cinéma. Messieurs, dames, bonjour et merci Manon d'être venue sur ma chaîne pour nous parler de toi, de ton métier. Merci à toi pour l'invitation, c'est trop cool. J'ai tenu à te recevoir dans des conditions semblables à celles que tu connais. Allez, une chambre, voilà. D'ailleurs, c'est la réserve audiovisuelle qui nous a prêté tout le matériel pour reproduire le décor d'aujourd'hui. C'est la sponsor de la vidéo et on en reparlera juste après. Manon, pour commencer de la meilleure des manières, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Manon Lugard, je suis créatrice de contenu sur les réseaux où j'ai un compte qui s'appelle Le Cunu, où je parle de culture du cul avec humour, légèreté. Je suis incarnante pour France TV Slash et Canal+. Et à côté, j'ai un autre métier où je suis coordinatrice d'intimité, que ce soit dans le cinéma traditionnel ou pornographique éthique. La coordination d'intimité, c'est un métier qui est récent dans le cinéma, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors, avant de parler du métier en lui-même, est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours professionnel? Comment est-ce que tu deviens coordinatrice d'intimité? Donc moi, mon parcours, en fait, ça a été une suite assez logique, c'est-à-dire que je suis passionnée de sexualité depuis 15 ans, enfin un peu plus de 15 ans, j'étais ado à l'époque. Quand j'étais à la fac, je m'amusais à écrire l'intime, donc je m'amusais un peu à écrire un peu des nouvelles érotiques, tout ça, pour challenger mon écriture, mais parfois je me suis aperçue en grandissant qu'on pouvait acheter mes textes et qu'on appréciait mes textes. Donc je le faisais vraiment évidemment en secret, personne n'était au courant parce que j'avais très honte et j'étais là, ouh là, c'est mon petit jardin secret, olé olé. Et voilà, c'est ton journal intime. Exactement. Ouais. Des années après, j'ai créé le Cunu, donc c'était il y a 6-7 ans, où j'ai créé le Cunu juste après MeToo. Un peu dans cette envie de se dire on peut s'éduquer en s'amusant, il n'y a pas que les pratiques au lit, il y a toute la culture, il y a toute l'histoire, etc. Et au fur et à mesure des années, j'ai rencontré plein de professionnels dans le milieu, je me suis fait une place dans le milieu, toujours en parallèle de mon travail. Et j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer des comédiens, des comédiennes qui travaillaient dans le cinéma et qui me racontaient à chaque fois les mêmes expériences de moi j'ai eu une scène de sexe à un moment et en fait c'était terrible, c'était humiliant, je me sentis seule, il ou elle m'a touchée à tel endroit, il ou elle m'a fait ça. Donc en fait, j'entendais à chaque fois, que ce soit dans l'art ou dans le divertissement, des discours en fait, qui malheureusement témoignaient de violence dès qu'il s'agit de représenter l'intimité. Et pour quelqu'un qui est passionné par ça, par l'érotisme et qui aime en fait se dire ça m'a touché et surtout ça m'a révolté aussi. Se dire merde, j'ai envie de pouvoir regarder un film qui est une belle scène de sexe et de m'assurer que derrière les acteurs actrices disent mais c'était incroyable à faire plutôt que d'apprendre 15 ans après avoir aimé ce film que non en fait elle n'était pas consentante ou il n'était pas consentant, c'est terrible. Hop là, petite pause pour vous parler du sponsor d'aujourd'hui, la réserve audiovisuelle. La réserve audiovisuelle, c'est une boîte de location de matériel audiovisuel située à proximité de La Défense. Alors mes petits vidéastes d'Île-de-France, n'hésitez pas. C'est eux qui m'ont fourni l'intégralité du matériel utilisé pour cette vidéo et je peux vous dire que j'ai eu l'embarras du choix. Caméra, accessoires, optiques, son, stockage, chariot de transport, ils ont absolument tout ce qu'il vous faut. Et ils font même la livraison. L'équipe est très réactive, arrangeante et d'une grande gentillesse. Et je dis pas ça parce qu'on collabore ensemble sur cette vidéo. Non, vraiment, ils sont à l'écoute et ils vous conseilleront toujours du mieux qu'ils pourront pour vos projets. Je vous mets donc à l'écran leurs réseaux sociaux et le lien du site est dans la description. Foncez les yeux fermés. Encore un grand merci à la réserve audiovisuelle et désormais il est temps pour nous d'aller retrouver Manon. Bon, tu l'as dit, tu fais un peu de tout, tu fais pas que du cinéma. Pas que. Tu as parlé aussi de pornographie éthique. Donc de toute évidence, c'est un métier qui a été créé pour régler un vrai problème. Régler un problème, mais aussi développer un axe créatif. On n'est pas que, on est souvent présenté comme la police du téton, tu vois, un peu les gens qui sont en mode non, on ne fait pas que ça. On est là aussi pour développer la créativité des gens. Par exemple, si tu tournes une scène intime pour un film, tu peux apporter une patte aussi artistique pour la scène? Complètement, parce que très souvent, en fait, le problème qu'on rencontre, c'est que dans les scripts, les scènes d'intimité ne sont pas vraiment détaillées. Très souvent dans les scripts, il y a écrit là il y a une scène de sexe entre les deux personnages, les deux personnages font l'amour follement, voilà, des choses comme ça qui sont en fait assez vagues. Faire l'amour follement, ça peut
tout et rien dire. Donc on va venir se poser la question, comment vous imaginez cette scène, mais aussi auprès du réalisateur ou de la réalisatrice, comment toi tu as imaginé la scène la première fois que tu as lu ça ou que tu as su qu'il y aurait cette scène d'intimité. Et on va venir créer la balance parfaite entre les deux, entre ce que les acteurs-actrices peuvent donner comme scène, qu'est-ce qu'ils sont d'accord pour montrer, où est-ce qu'ils sont d'accord d'être touchés, quel type de représentation ils ont envie de donner, comment ils imaginent la sexualité de leur personnage aussi. Si par exemple on est sur deux femmes, un couple lesbien avec une femme qui est entrepreneur mais qui a toujours eu énormément de problèmes avec l'intimité et une autre qui je sais pas n'a pas du tout la même carrière et qui est beaucoup plus dans l'art alternatif, etc. Comment ces personnes-là vont avoir une sexualité, comment ça va se présenter, comment ça va se faire. En fait, toute cette créativité, on va échanger ensemble, même travail avec le réalisateur, la réalisatrice, et nous, on va venir créer la chorégraphie parfaite qui correspond un peu aux attentes, aux idées de chacun et de chacune, tout en prenant conscience un petit peu des limites et s'assurer qu'elles ne soient jamais dépassées. En fait, moi, j'imagine souvent ça comme un terrain de jeu. Tu sais mieux où est-ce que tu peux jouer sur ton terrain de jeu si tu sais où sont les barrières, quoi. Sur un des derniers tournages où j'étais, ils m'ont même fait intervenir en écriture. Donc c'était super parce que dans ces cas-là, on s'est vraiment posé la question de OK, on fait pas une scène de sexe uniquement pour montrer les acteurs-actrices nus et uniquement pour attirer un certain public et créer une scène iconique ou quoi. On est là pour raconter quelque chose, donner de la matière à l'histoire, donner du relief. Qu'est-ce qu'on raconte dans cette scène de sexe, quoi? Pourquoi on a besoin de la voir? Pourquoi on a besoin de la montrer, de la mettre en scène? Et dans ces cas-là, c'est génial, c'est encore mieux quand on peut les écrire avec eux. Et t'es déjà tombé sur des tournages où, les comédiens je pense pas, mais où par exemple le réalisateur te calcule pas, ou limite on a l'impression que lui était pas forcément d'accord pour que tu sois sur le tournage. T'es déjà tombé sur une situation comme celle-ci? Alors oui, parce que moi j'ai un profil un peu délicat où je suis en plus exposée sur les réseaux. Et donc j'ai déjà eu des productions qui m'approchaient pour mon travail de coordinatrice et qui espéraient derrière que j'en fasse la promotion sur mes réseaux, que je fasse la promotion du film en disant j'ai été coordinatrice dans ce projet, regardez c'est trop cool, suivez-moi dans les coulisses, machin, comme ils adorent, tu vois. Mais c'est du marketing, c'est-à-dire que moi derrière quand j'arrive pour faire vraiment mon travail de coordinatrice, en fait je me rends compte qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir un vrai travail collaboratif, une vraie réflexion et c'est la juste production qui leur impose. Exactement, et tu dis c'est dommage parce qu'on aurait pu faire un truc super chouette et en fait je vais juste imposer des choses, on va me reprocher de les imposer ensuite et en fait on n'aura pas bien fait notre travail et ce sera dommage. Donc juste être un label non merci, t'arrives et personne te laisse la place de bosser, quoi. Ce qui est malheureux. Oui, mais bon, c'est normal, c'est aussi un nouveau métier, les gens ils savent pas travailler avec nous, ils ont pas envie. On est aussi dans une industrie qui a du mal à se remettre en question, surtout en France. Il y a une majorité de personnes réticentes face à ce métier actuellement? Ou ça va mieux? T'as deux générations. Je pense que tu le vois, comme t'es dans le cinéma, tout ça, tu vois vite des manières de travailler qui s'opposent. T'as des générations qui ont grandi sans tout ça, où il fallait faire ses preuves. Et aujourd'hui, faire appel à une coordinatrice, pour eux, c'est synonyme de « tu sais pas faire ton travail, donc quelqu'un va le faire à ta place ». Et donc, c'est que tu sais pas travailler. Et t'as une génération de nouveaux interprètes qui ont envie de faire les choses bien, qui ont envie de se protéger au nom de l'art, au nom de l'amour pour le cinéma, et ils ont totalement raison. Donc, t'as les deux générations qui s'affrontent un petit peu. Une génération avec un peu plus d'ego que l'autre, on va dire. Je me permettrai pas. Moi, je le dis, c'est pas grave. Moi, je l'ai dit. Manon, tu m'as parlé de pornographie éthique tout à l'heure, parce que tu ne fais pas que du cinéma, on le rappelle. Est-ce que tu pourrais me donner, parce que c'est vrai que je ne suis pas très informé sur le sujet, et je pense que les gens qui nous regardent non plus, est-ce que tu pourrais nous donner la différence entre pornographie éthique et cinéma? Et cinéma? Tu veux dire la manière de travailler? Oui, plutôt, parce que je pense que sinon c'est assez clair, mais... Oui, parce que j'étais là, ok. Non, plutôt la manière de travailler. Voilà, c'est ça. Ce qu'on te demande de faire sur un tournage à l'autre. Alors en fait, quand tu interviens dans le cinéma, il faut prendre en compte que ce sont des personnes qui ne vont pas forcément être à l'aise avec l'idée de faire des scènes d'intimité. Pourquoi? Parce que ça met vraiment dans une position de vulnérabilité, que la nudité c'est quelque chose où on a tous un peu nos biais, il y a des personnes qui vont être très à l'aise avec, d'autres non. Sur un tournage, il n'y a jamais 3 personnes derrière la caméra, c'est souvent des grandes équipes. Donc on va venir désexualiser la pratique. Quand on fait un travail de scène d'intimité dans le cadre traditionnel cinématographique, on ne va pas parler de « ah, tu touches les seins », on va dire un contact poitrine. Pourquoi? Parce qu'à rendre les choses sexuelles, on va renforcer le malaise. En dénaturant un petit peu, en enlevant ce côté libidineux et sexualisant, ça va permettre de créer une forme de neutralité où l'exercice va revenir un peu dans... En fait, on va revenir dans un exercice chorégraphique, tout simplement. Ensuite, généralement, on prend un peu le temps pour délimiter les zones où il y a du contact ou pas. Donc, dans le cinéma, par exemple, s'il y a une scène de baiser contre un mur et que, je sais pas, une femme pousse un homme pour l'embrasser contre un mur, bon, mais déjà, comment elle le pousse? Et ensuite, quand elle l'embrasse, où est-ce qu'elle le touche? Est-ce qu'elle touche son torse? Est-ce qu'elle peut
faire semblant de lui toucher l'entrejambe ou est-ce qu'elle doit carrément toucher au niveau de l'entrejambe? Est-ce qu'il faut prendre une coque, etc. Donc on va venir anticiper toutes les zones de contact, toutes les zones qui vont être vues par la caméra aussi. Si par exemple il y a une simulation de sexe et qu'on lève une jupe, est-ce qu'on voit la fesse? Est-ce qu'on voit la cuisse? Enfin bref, tout ça, on va venir le travailler pour que ça ne paraisse pas sexuel, qu'on mette les acteurs-actrices totalement dans une zone de confort, qu'ils puissent aussi du coup se concentrer uniquement sur leur jeu. Et on aura beau faire la chorégraphie 40 fois, ce sera 40 fois la même. Il n'y aura aucune prise de liberté d'aucun des deux. Dans la pornographie, c'est autre chose. Simplement parce que la nudité est un non-sujet. La nudité des acteurs, c'est leur outil de travail. Si on essaie de rendre les choses un peu moins sexuelles ou moins libidineux, on va les mettre plus mal à l'aise. Ouais. L'aspect libidineux de la pornographie est réel. Alors oui, les acteurs-actrices font semblant. Oui, évidemment, c'est du jeu. Oui, c'est de la mise en scène. Non, ils ne font pas réellement, ils n'ont pas réellement un acte sexuel comme ça. Oui, tout est trafiqué, monté. Mais ça n'empêche qu'ils doivent être en accord avec la personne avec qui ils ont un acte sexuel devant la caméra, avec une nudité où il y a aussi des équipes derrière, etc. Mais pour eux, la nudité est moins un problème du coup, forcément. Ça va être moins un problème, mais par contre, c'est pas parce qu'ils sont nus qu'on autorise tout et n'importe quoi. Ah oui, évidemment. Tu vois, donc on va venir encadrer, on va s'assurer aussi que, tu vois, si par exemple une actrice a ses menstruations, elle a le ventre un peu gonflé et qu'en fait elle se trouve pas très très belle devant l'objectif, bon, dans ce cas, on va favoriser des poses qui ne vont pas mettre son ventre trop en avant, juste pour qu'elle se sente sexy, donc plus à l'aise et moins... Voilà. La pornographie éthique, elle se différencie de la pornographie mainstream. Donc, pornographie mainstream, c'est l'explicite que vous trouvez gratuitement sur Internet. L'éthique, c'est payant. Pourquoi? Parce que par le fait que ce soit payant, on peut payer des équipes, on paye mieux les acteurs-actrices, on paye des décors où les gens sont consentants pour qu'il y ait des scènes tournées dans cet endroit. On a le temps de leur faire des contrats, on a le temps de faire des tests et il y a le temps d'avoir des coordinatrices d'intimité pour que les pratiques soient encadrées. C'est pas parce qu'on est d'accord pour une levrette qu'on est OK pour un tirage de cheveux ou un étranglement. Donc on va venir encadrer tout ça. Le côté génital, il est là. Donc on va s'assurer que les tests soient aux normes, que le jour J, par exemple, quand il y a des préservatifs, s'il y a une scène à plusieurs, que les préservatifs soient bien changés, soient neufs, ne viennent pas d'une autre production et qu'ils aient pu être percés, etc. Donc ça va être beaucoup plus dans tout le matériel où on assiste. Mais est-ce que ça veut dire qu'en pornographie mainstream, il y a ces problèmes-là? Typiquement de préservatifs non changés, pas de test... Ah ouais, ok. Il y a beaucoup de... Malheureusement, en fait, le fait qu'on ait tous pris l'habitude depuis 20 ans d'avoir accès gratuit à la pornographie et qu'en plus, il y a une valorisation de l'amateurisme, malheureusement, ça a donné lieu à des scènes et des productions qui sont dégueulasses, disons-le. Il y a quand même une célèbre production française qui a été accusée d'esclavagisme, de violents groupes, etc. Parce que même si c'est des grosses productions qui font beaucoup d'argent, la pornographie est largement méprisée, donc personne ne s'intéresse et personne ne se demande les conditions dans lesquelles c'est fait. Les gens veulent juste consommer. En plus, en France, on fait partie des pays les plus gros consommateurs d'Europe, donc c'est quand même un niveau d'hypocrisie assez énorme. Et donc c'est pour ça que je suis hyper fière, et j'en fais vraiment une fierté, de contribuer à l'éthique. Je me dis que d'une certaine manière, on participe à une industrie qui est en voie de changer, qui a besoin du soutien public aussi pour changer. Et je sais que il y a toujours ce débat de est-ce qu'on est pour ou contre la pornographie. En attendant, elle existe, donc essayons de faire mieux, tout simplement. Eh bien, gloire à l'éthique et mort au mainstream. Oui. Voilà. C'était important quand même d'ouvrir cette parenthèse sur la pornographie, mais on va revenir au cinéma maintenant. Oui, revenons au cinéma. C'est tout de même le centre du sujet. Le centre de ma chaîne. Je n'ai pas encore vocation à me lancer dans la pornographie. Non, revenons au cinéma. Tu nous as quand même pas mal parlé de comment est-ce que... Enfin, en tout cas, du rôle que tu avais sur un tournage de cinéma. Oui. Est-ce que maintenant, on pourrait rentrer dans les détails et nous expliquer concrètement quelles sont tes méthodes de travail? Alors, déjà, le plus gros du travail, il se passe en amont. Il se passe pas le jour J sur le décor. Donc, on va créer un moment d'échange qui est totalement confidentiel avec les acteurs-actrices, chacun. Séparé. Séparé. Ouais. Donc, moi, je vais appeler l'acteur, je vais appeler l'actrice. Parfois, j'appelle, parfois, je leur propose de se retrouver dans un espace où on sera tranquille. On a le temps, on se consacre 1 heure. Ça peut durer 1/4 d'heure, comme 1 heure, comme 1h30. Ça dépend qui t'as en face de toi, oui. Exactement. Et parfois, tu as des personnes qui sont très à l'aise pour en parler, d'autres qui pensaient ne pas être à l'aise, finalement le sont. Inversement, d'autres qui pensaient être à l'aise, finalement le sont pas. Donc, il y a un peu tous les scénarios des possibles. En fait, cette première prise de contact, elle permet juste de prendre la température. Est-ce qu'il y a déjà des sujets qui existent? Ah moi, en fait, je ne supporte pas être sexualisée. Donc, l'idée d'être nue devant la caméra, ça me fait un peu peur. D'accord, très bien. Je note. Du coup, sachant que tu es censé être missionnaire sur lui, on risque de voir certaines parties de ton corps. Qu'est-ce que tu veux montrer ou pas? Je dis pas que je veux pas, parce que c'est souvent ça. C'est non, c'est pas un non, mais si on peut éviter, c'est mieux. Parce que toujours la peur de dire non, la peur de perdre le rôle, la peur de perdre la chance de sa vie, etc. Et puis la pression aussi du cadre intermittent, etc. Enfin bref, très rarement il y a des noms, mais en fait, à force de parler, tu te rends compte qu'il y a des inquiétudes. Donc ces points-là, pour moi, sont des points d'alerte. Si la personne n'est pas d'accord pour montrer sa poitrine, pas de souci.
on va trouver un moyen pour la cacher, ou filmer de manière à ce qu'on n'ait jamais à voir sa poitrine, ou comment on peut faire avec les draps ou la position pour que sa poitrine soit cachée, etc. On va mettre tout ça en note, on va créer un document qui sera reconnu et signé par tout le monde, rendant explicite toutes les limites, mais aussi tous les points et les axes créatifs des acteurs-actrices. Le jour J du tournage, donc on va donner du matériel, en effet, on va avoir du matériel pour cacher la poitrine. Il y a des petits straps qu'on peut coller sur la poitrine. Parfois, il y a carrément des bandes. Parfois, on peut mettre des bandes vertes aussi pour des effets spéciaux. On peut mettre des bandes vertes. Il y a aussi des prothèses. Il y a aussi des prothèses. Ciné bébé qui en font. Je les salue, ils ont de très belles prothèses qu'on a pu découvrir et ouais, c'est très bien fait. C'est hyper bien fait. Le meilleur exemple, c'est The White Lotus avait fait parler des prothèses parce que dans chaque saison, il y a un pénis apparent. C'est jamais un vrai pénis, ça a toujours été des prothèses. Ouais. Et ça a été des prothèses qui ont été faites avec l'accord des acteurs, c'est-à-dire soit les acteurs allaient voir les prothésistes, voir en fait, j'aimerais bien un pénis comme ça, ou vas-y, fais comme ça, ou mets plus de poils, ou enlève des poils, ou alors certains étaient plutôt d'accord pour que ça ressemble un peu à ce qu'ils avaient ou pas du tout. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Ça permet un peu de rappeler que les prothèses, c'est pas uniquement pour faire de la transformation, c'est pas uniquement pour faire de la blessure ou créer des monstres, c'est aussi parfois pour créer une distance avec son propre corps, alors qu'on est censé être exposé. Il y a un mec aux États-Unis, j'ai plus son nom, qui est prothésiste, qui est très connu à Hollywood, qui a fait énormément de choses. Je crois qu'il a bossé notamment sur le film Dracula ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on le surnomme là-bas le mec des pénis. Parce qu'en fait, il est prothésiste, il fait énormément de choses, mais sa spécialité, c'est les faux pénis. Mais c'est dur, hein. Et il a un atelier dans lequel il a... Plein de pénis. Plein de pénis. Non, mais c'est pas évident. Et puis, c'est encore une fois, qu'est-ce que ça dit d'un personnage ? Qu'est-ce que ça dit d'un personnage quand le pénis, il a telle taille, ou il a tel poil, ou tel truc ? Ça peut vouloir dire plein de choses. En tout cas, on peut l'interpréter de différentes manières. Donc, c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, peut-être je suis la seule, mais moi, ça me passionne. Et donc, en effet, il peut y avoir des prothèses qui... Parfois, ça aide juste à prendre de la distance, à pas se sentir complètement mise à nu alors qu'on est censé être nu. Évidemment, ça concerne des productions qui ont les moyens de le faire. Très souvent, sinon, ça sera caché. Dans la même veine, tu as les strings chers. Donc, c'est des strings que tu accroches au niveau du mont de Vénus et tu cales entre le sillon interfessier. Et ça bouge pas et ça permet d'avoir... très souvent, c'est les scènes où tu as l'impression que la personne est absolument nue et tu as un petit objet en premier plan, en valeur de... Souvent, c'est un drap qui passe ici. Exactement. Et en fait, il y a souvent ces strings-là en dessous. Et ça leur permet de se dire, je suis pas complètement nue. Psychologiquement, ça permet de se sentir plus à l'aise. Je suis pas complètement nue devant tout le set. Si on me regarde, on voit quand même pas mon intimité. Et pareil, pour les seins, souvent, les actrices n'ont pas forcément envie qu'on cache tout le sein. C'est plus le téton. Parce que le téton, c'est très intime. C'est plus intime parfois que la forme de sein. Parfois, il peut y avoir des seins apparents où ça va être juste le bas du sein. Le téton, c'est l'intimité. Donc, dans ce cas-là, on va le cacher avec... on peut le cacher avec des faux tétons. Mais sinon, on peut mettre carrément... Voilà, on a du scotch cher, etc. Qui existe pour caler ou de ça. profil. J'ai en tête pas mal de scènes intimes où souvent, on voit la femme sur l'homme et c'est toujours cadré de profil. De profil, ouais. Mais parce que, encore une fois, c'est surtout de la suggestion de forme. C'est l'imaginaire du téléspectateur Puis il y a souvent qui va prendre le relais, une lumière qui fait qu'on n'aperçoit en vérité que la silhouette. Exactement. Sex Education a été très fort pour ça. C'est quand même censé être une série qui se tourne autour d'adolescents. Il y avait une volonté de ne pas donner matière à sexualiser ces adolescents, à rendre ça sexy. Ce qu'a pu faire un peu Euphoria, par exemple, et qui est pas dingue. Sex Education, du coup, très souvent, on avait soit des jeux de lumière, soit des jeux de draps, soit des positionnements de mains qui cachaient, en fait, certaines formes, et qui, du coup, on comprenait la nudité, on comprend ce qui se passe, le cerveau fait largement le relais, on comprend ce qui se passe, et pour autant, ils ne sont pas totalement à poil devant les caméras. Et ça, c'est un travail qui peut paraître très très simple. On se dit, ça va, il faut juste cacher avec ça. Non, si on veut du mouvement, si on veut quand même raconter ce qui se passe, il faut anticiper plein de mouvements, il faut anticiper plein de plans qui peuvent être trop révélateurs et qui peuvent totalement casser le truc. Il me semble que tu as ramené des accessoires maintenant. Ah oui, j'en ai. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Eh bien, mes yeux sont grands ouverts. Oui, mais tu vois, justement, on parlait du scotch. Du scotch. Bon, ça, en fait, c'est tout bête, tu vois, c'est les scotch que l'on trouve dans les magasins de lingerie, qu'on trouve un peu partout. On va pouvoir le poser au niveau du téton, par exemple, mais on va aussi pouvoir le poser parfois sur des zones qui vont être frottées. Par exemple, si tu as une simulation de missionnaire, en fait, le genou va être frotté régulièrement. Donc, soit tu mets
carrément des protections de genoux comme si tu allais faire du roller, hein, et on le voit pas sous le lit, etc. Il n'y a pas de frottement de drap, et donc tu risques pas de blesser ton acteur ou ton actrice. Soit parfois, si ça peut pas trop se voir, au niveau de la pointe, on va venir placer juste un petit peu de tissu. On va placer un autre bout de tissu ensuite, et tu vas pouvoir avoir ce frottement et qu'en fait ça brûle personne et que ça pose pas mal. Après, j'ai du matériel qui est autant pour du cinéma que du pornographique pour le coup. Déjà, superbe trousse de toilette. Oui. Je tiens à le dire. Alors oui, on m'a dit plusieurs fois que ça ressemblait à une foufoune. Et moi, j'aime bien. C'est tout. Elle est un peu vieille quand même. Pardon. Comment il parle? Pardon. Je rêve. Non, de la crème pour les frottements. La crème pour les cuisses qui frottent. Oui, évidemment, dans le même sens, t'as l'arnigel. Et alors, typiquement, dans le cinéma comme dans la pornographie, ça permet de faire de la mouille. Sérum fille. Aussi simple que ça. Bah oui, parce qu'en fait, la mouille, c'est pas aussi épais que du gel. Oui. Tu vois, tu peux pas trop prendre du gel. Ouais. L'eau, généralement, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique non plus. Enfin, ça peut vite faire pas très très réaliste. Donc, le sérum fille, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique en termes de comment est-ce qu'on peut mimer la mouille. Pareil, ça, c'est pour imiter le sperme. C'est un produit spécial parce que le sperme, attention, j'ai l'impression que le sperme ne se ressemble jamais d'un film à l'autre. C'est du Gaviscon. Le Gaviscon, c'est blanc, un petit peu crémeux liquide. Et en fait, on utilise ça déjà parce que c'est facile à en acheter, ça coûte pas grand-chose. Et généralement, dans toutes les trousses des coordinatrices, on en prend. Donc les coordinatrices d'intimité ne sont pas prêtes d'avoir des brûlures d'estomac. Absolument. Voilà. Et ça, c'est une fierté. C'est l'un des avantages. Non, après, moi, je viens toujours sur des tournages avec des serviettes. On demande toujours aux acteurs, actrices de venir avec des peignoirs ou une tenue dans laquelle ils ou elles se sentent bien. C'est bête, mais on demande toujours à ce qu'il y ait des douches à dispo, mais aussi des salles ou des pièces où les acteurs actrices puissent se préparer tranquillement à l'exercice de nudité et avoir une douche après parce que tu as transpiré, parce qu'on t'a touché, et en fait avoir ce rituel de pouvoir se doucher et laisser partir un peu tout ce qui a été en contact avec nous, ça fait du bien et ça joue beaucoup sur la santé des acteurs-actrices. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, je prépare en amont les discussions. Dans ces discussions, je demande aussi, alors déjà, certes, oui, comment tu pourrais te sentir beau, belle devant la caméra, certes, mais aussi comment moi, je peux réagir si tu rentres en état de crise et de stress. Oui. Très souvent, les personnes à qui tu demandes, ils ne savent pas. On a rarement l'occasion de se poser la question de comment réagir si je rentre en période de crise. Mais le fait de poser la question, ça les rassure. De se dire, s'il y a ce scénario catastrophique qui existe, il y a quelqu'un pour me donner un peu une porte de sortie et se dire, ok, on te sort de toute cette dynamique folle du tournage, parce que c'est quand même une folie, et on va se poser et reprendre un peu ses esprits, quoi. Dommage que Bernardo Bertolucci soit mort, cette vidéo lui aurait fait beaucoup de bien. Je sais pas si tu as la ref. Bien sûr que j'ai la terrible ref c'était Maria Schneider. Ah, exactement. Mais c'est terrible. Terrible. Alors pour ceux qui savent pas, dans le film de Bernardo Bertolucci, Le Dernier Tango à Paris, avec Marlon Brando et Maria Schneider, il me semble qu'il y a eu une scène du coup de viol qui n'avait pas été briefée du côté de Maria, si je dis pas de bêtises. À moitié briefée, c'est-à-dire qu'elle avait conscience que il devait un peu la bousculer, je crois, voilà. Et que en fait, donc sur la scène il y avait du beurre. Il l'a retourné, il a pris un morceau de beurre, et alors de ce que j'ai compris, il y aurait eu un contact. Je suis pas certaine qu'il y ait eu une pénétration. Non, mais Maria a toujours démenti qu'il n'y avait jamais de pénétration, anal, mais contact. Avec sa main, lui, et le beurre. Et en fait, ce qui est terrifiant, c'est que le réalisateur a totalement conscientisé ça. C'est pas comme s'il avait perdu le contrôle sur ce que faisait l'acteur. Oui, non. Il a toujours demandé à ce que... Il a dit même, je me souviens dans des interviews après sortie du film, qu'il voulait une réaction authentique de la part de Maria. Exactement. Et que c'était complètement fait exprès. I didn't want Maria to act her humiliation, her rage. I wanted Maria to feel, not to act, the rage and the humiliation. Do you regret the fact that you have shot the scene like you did? No, but I feel guilty. I feel guilty, but I do not regret. C'est terrible et ça aurait jamais dû arriver, ça devrait jamais arriver à nouveau. Celle-là, c'est une agression assez importante, mais des micro-agressions, il y en a tout le temps. Ouais. Et en fait, le nom de la spontanéité, c'est le terrain de violence préféré du milieu artistique en général. Ouais. Ce côté de... Les actrices, elles peuvent tout jouer, mais elles peuvent pas jouer le sexe ou la violence. Elles ne peuvent pas le faire. Donc, vaut mieux les prendre par surprise. Vaut mieux faire ci ou ça. Non, elles peuvent le jouer, bien sûr. N'importe qui, d'ailleurs. C'est juste comme vous, en tant que réalisateur, vous ne savez pas manager ça, vous ne savez pas faire ça, vous ne savez pas mettre ça en scène, parce que je pense que ça vous demande beaucoup plus d'efforts. Et aussi que je pense qu'il y a ce côté médiatique où tu as envie un peu de vendre du rêve, comme ça avait été le cas pendant La vie d'Adèle. Oui, justement, j'allais t'en parler, oui.
Ou comment il s'appelle ? Keshish. Merci. Keshish s'est vanté de ces scènes qui duraient 8 heures avec ses actrices comme une performance. La réalité, c'est que c'est grave. Oui. C'est que c'est très grave et qu'elles savaient très bien jouer, elles auraient très bien pu jouer. On aurait pu faire cette scène si tout le monde avait convenablement travaillé sur un quart d'heure. D'autant plus quand on voit la médiocrité de la mise en scène lesbienne qui repose sur des codes très hétérosexuels. Alors, les actrices, c'est incroyable. C'est une mauvaise représentation de la sexualité lesbienne. C'est des gens qui ont regardé du porno catégorie lesbien qui ont fait ces scènes-là. C'est pas du tout la communauté lesbienne qui a écrit ces scènes-là parce que c'est vraiment pas réaliste de comment les femmes entre elles font l'amour. Et c'est dommage parce que pour une fois, on avait un film qui montrait une histoire d'amour entre deux femmes. Mais Abdel, il est dur. Abdel, il peut être dans la souffrance. Abdel, il nous a fait du mal parfois psychologiquement parce qu'il aime travailler dans l'épuisement. Il aime qu'il a besoin que tu t'abandonnes, il a besoin d'un lâcher-prise. Et des fois, tu te perds dans ce lâcher-prise. Et c'est plus psychologiquement que c'est dur. Est-ce qu'à l'inverse, t'as un exemple de scène ou même de production de réalisateur qui... Est-ce que tu as un exemple de scène intime, par exemple, que tu admires ? Oui, j'en ai eu une. Alors, je suis pas fan de tout dans le film Baby Girl. C'est un film avec Nicole Kidman où c'est l'histoire entre une patronne et son stagiaire, où ils inversent les dynamiques de domination, où c'est lui qui la domine. Elle a envie de se faire dominer parce qu'elle n'est soumise nulle part, en fait. Et c'est un peu une exploration pour elle. Alors, qu'on soit d'accord avec l'histoire ou pas, peu importe. Mais j'ai adoré parce qu'il y a enfin une scène qui montre les moments un peu nuls du sexe. C'est-à-dire qu'au début, quand il essaie de la dominer, il est éclaté, il est trop nul. Et il est là, mets-toi à 4 pattes. Et non, en fait, je veux pas faire ça. Et je sais pas. Et en fait, cette scène, donc il y a eu un gros travail de coordination d'intimité sur ce film. Cette scène a été écrite avec la réalisatrice et la coordinatrice pour se dire comment ça se passe la première fois de notre vie qu'on a envie d'essayer la domination et la soumission alors qu'on sait pas faire. Et donc de montrer ce moment un peu nul, moi j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est la première fois que je le voyais au cinéma, qu'il était hyper sincère, hyper touchant et surtout très réaliste. Il y a quand même un sujet sur lequel je voulais te demander ton avis. Moi je connais énormément de personnes, enfin énormément, je maxe un petit peu, mais je connais quelques personnes qui estiment que les scènes intimes n'apportent rien de concret dans un film. Ne serait-ce que par exemple sur l'aspect scénaristique, une scène intime ne va pas apporter vraiment de fond. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là ? Je suis d'accord. Je pense qu'il y a des scènes intimes qui n'apportent rien. Je pense qu'il y a des séries ou des films qui ont mis des scènes d'intimité parce que allongement des projets, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de séries, il faut tenir dans le temps, donc le sexe, ça meuble. Parce que parfois volonté de sexualiser les acteurs-actrices et de faire un peu rêver une partie du public qui aime ça. Et je pense que dernièrement, avec la multiplication des plateformes, tu vois, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de trucs maintenant qui se font. On a toujours l'impression qu'il y a du sexe partout, mais au final, c'est toujours la même chose. Et surtout, c'est rarement pour des raisons très très intéressantes. Pourtant, le sexe, ça peut raconter plein de choses. Donc je comprends ce ras-le-bol. Je suis assez d'accord parfois. Mais tu vois, il y a des films comme là, par exemple, ce que je te citais juste avant, Baby Girl, ou par exemple dans Game of Thrones aussi, il y a des scènes où tu dis c'est terrible, mais ça apporte du relief et on a besoin de ces scènes. Enfin, il y a plein d'autres séries de bons exemples, Sex Education, etc. évidemment, mais de bons exemples d'œuvres où tu te dis, oui, cette scène, elle était importante parce qu'elle est dessaisie dans ce qu'on raconte, parce qu'elle a tel impact, parce que ça me dit ça sur tel personnage. Je suis d'accord pour dire que c'est pas toujours utile. Et c'est parfois, je pense, plus une question de business qu'autre chose. Ouais. On va parler un petit peu plus en détail de toi, des projets que tu as pu effectuer. Alors plutôt que de me faire la liste, parce que je suppose qu'il y en a énormément. Il y en a. Énormément, c'est un grand mot, mais il y en a. Parce que Manon charbonne en fait, ça il faut le savoir. Non, est-ce que tu pourrais plutôt me donner par exemple des projets qui t'ont marqué, des défis inattendus ou des projets vraiment qui sortent du lot ? Alors je reviens sur ce projet parce que je l'ai adoré. C'est un film qui va sortir bientôt sur France Télévisions qui s'appelle La Grande Envie, où ça raconte, tu sais, les moments un peu nuls et bêtes de l'adolescence, où, tu sais, ta pote te dit « Viens, on se roule une pelle, comme ça, demain, si je roule une pelle à mon mec, il va voir que je maîtrise des trucs comme ça, tu vois. » Ouais, je vois. Il y a eu, ça raconte ça un petit peu, ces moments de... Enfin, je vois, mais j'ai pas de rouler de pelle à mes potes. On n'est pas là pour juger, Lucas. On te juge pas. On juge pas ici, c'est une safe space. Non, mais toi, non, mais les deux derrière, là. Non, tu sais, ces moments dans l'adolescence où tu mens sur ta sexualité, où tu commences à te toucher, tu sais pas très bien faire, etc. C'est un court-métrage qui raconte ça. J'ai adoré y travailler parce que les équipes ont vraiment tout fait pour que tout le monde se sente bien. On a fait un beau travail avec les acteurs. C'était pas évident, notamment à simuler des masturbations. Oui. Et quand tu simules des masturbations auprès d'acteurs, il faut pas que ce soit sexuel, il faut pas que ça entre en impact avec leur propre sexualité. Des acteurs jeunes en plus sur le coup. C'était des acteurs jeunes, ils avaient moins de 20 ans. On avait besoin de voir qu'ils tenaient quelque chose, c'est-à-dire que quand tu tiens un objet, on le voit un petit peu au niveau de tes veines ou de tes
Oui, c'est mécanique, compliqué de simuler anatomique. ça, ouais. Exactement, donc dans ces cas-là, comme on n'avait pas besoin de voir qu'est-ce qui tenait, on avait pris des petits rouleaux de PQ qu'on entourait avec on avait mis du scotch de couleur et des Ouais. petits trucs et tout, et ça les avait fait tellement rire, ils étaient là, ça c'est ma bite, machin, ils étaient morts de rire, alors ils étaient jeunes, et du coup... Ouais, mais voilà. inconsciemment, du coup, ça détend l'atmosphère. Exactement. Ouais, voilà. Et donc, ils étaient limite hyper contents de travailler avec. Et surtout, tu vas pas dans ces cas-là mettre des sextoys ou des choses comme ça parce que ça rendrait le truc très sexuel Oui. et très gênant. Donc, Ouais, hors de ouais. question. Mais même si la personne avait 40 ans, hein, c'est pas une question juste qu'il soit jeune. Hors de question de mettre quelque chose, voilà, tant pourvu que ce soit juste un mime du geste. Et bon, ben, on s'est éclaté à faire ça. Il y avait une scène où il y a un garçon avec une jeune fille où elle est censée le masturber, mais il n'a pas d'érection. Donc, c'est un moment un peu humiliant. Donc, c'était juste un mouvement de main suggéré. Ok. Comment on fait pour qu'on comprenne en fait qu'elle était un peu semi en train de chercher, un peu de toucher en même temps, genre mais il n'y a rien qui se passe parce que tu ne bandes pas en fait. Et lui, il est fou, il est pas bien, et de simuler la transpiration et simuler les dents serrées, etc. Enfin bref, on s'est amusé à faire tout ça, c'était génial. Et j'y suis hyper fière de ce projet parce que tout le monde a tellement donné, c'était une super expérience. Et justement de les voir le jour J à la projection, pas du tout gênés de ça, être hyper fière d'avoir fait ce travail. Tu dis, bon, j'ai gagné mon pari, tout va bien, quoi. Mais Là, c'était je super. vois. T'en Ouais. parles avec des étoiles dans les yeux. Ah, j'ai adoré ce projet. Mais par contre, maintenant, je vais te faire redescendre parce que moi, j'adore les dramas et maintenant, je veux une anecdote où ça s'est très mal passé. Ça s'est pas très bien passé sur un... Alors, c'était pas cinéma. Ça te dérange? Non. Tu veux Ça juste dépend, du drama, ça, toi? Ouais, ça dépend de à quel point ça s'est mal passé. Alors, c'était pas porno. C'était des tutos, en fait. Ok. Des tutos, donc c'était pas à destination de masturbation. Enfin, c'était pas à destination de stimulation. C'était éducatif. Mais du coup, il y avait quand même du génital parce que c'était de l'éducatif sur... C'était plus pour comment apprendre à masturber telle ou telle personne. Voilà. Mais les équipes étaient des personnes qui n'avaient jamais vu ça, qui n'avaient jamais fait ça et qui, du coup, pensaient que c'était un peu la foire à la saucisse et donc se permettaient des comportements que moi, je tolérais pas. Par exemple, j'ai surpris un des membres des équipes filmer avec son téléphone pendant qu'on était en train de tourner, sachant que moi j'interdis la présence de téléphone ou alors même de téléphone en bandolière et qu'il n'y ait pas, si tu veux, le cache direction des acteurs pour pas qu'ils aient l'impression d'être filmés à leur insu parce que malheureusement c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai pas du tout apprécié, donc je me suis permise plusieurs remarques et a été le moment où vraiment j'étais pas très contente et où là par contre oui tu fais la police et c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir besoin de faire ça. C'est qu'on a dû faire un plan très centré au niveau de l'anus d'un des acteurs, parce qu'on parlait de l'anus, on parlait de l'anatomie, et une personne qui était derrière le combo, donc derrière le retour écran, était morte de rire, quoi. C'est exclafé, genre un anus, elle était morte de rire. Et en fait, c'est tellement facile d'humilier les personnes qui sont en exercice, sachant qu'en plus ils n'étaient pas très loin, donc on pouvait largement les entendre. Mais sur le moment, j'étais là, mais vous foutez de la gueule du monde, quoi. Vous êtes là pour votre propre récré, à avoir des anecdotes à raconter ce soir, changer de métier en fait. Voilà. Bon bah tu fais bien de le dire parce que depuis le début de l'interview, je suis à deux doigts d'exploser de rire à chaque fois que tu me parles. Donc ça me fait du bien que tu me le dises, mais vraiment... Au moins je suis pas le seul beauf sur cette terre. Je suis pas le seul à rire devant des fions, on est d'accord. Une dernière question à te poser. Est-ce que du coup ça va mieux aujourd'hui dans le cinéma? Je sais pas si ça va mieux, mais en tout cas ça avance vers du positif. Je pense qu'il y a une partie des personnes, qui ont envie de faire bien et qui ont envie d'améliorer les choses. Donc oui, je pense que sur ce plan-là, c'est cool parce qu'on se donne le droit de se poser les questions, de créer des nouveaux cadres pour s'assurer que tout le monde soit bien, que ce soit aussi les équipes techniques, parce qu'il y a énormément de sujets autour des équipes techniques, du bien-être des équipes, etc. Je pense qu'on ouvre de plus en plus, on libère la parole de plus en plus sur plein de sujets, donc ça va mieux. Après, on n'est qu'au début du travail. Et je pense qu'il y a encore un choc de génération qui se fait ressentir, qui va encore se faire ressentir. Mais on peut dire que depuis un peu moins de 10 ans, ça a avancé très très vite quand même, donc c'est très bien. Et ben on espère que, comme à son habitude, le temps fera bien les choses. Oui. Manon, merci beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin. Si jamais y a des choses qu'on n'a pas évoquées, que tu as envie d'évoquer, si jamais tu as envie de démystifier des idées reçues ou même donner des conseils à des jeunes acteurs ou des jeunes actrices qui parfois peuvent être bloqués face à un scénario par rapport à ces scènes-là. Je te laisse le mot de la fin. Quand on aime vraiment un art et quand on aime vraiment ce que l'on fait, on a envie d'en prendre soin. Peu importe qui on est dans un projet, on a toujours le droit de se poser la question de est-ce qu'on fait bien ou alors est-ce qu'on a besoin de conseils pour faire bien ou pour faire mieux. Sentez-vous toujours légitime de poser la question parce que toutes les personnes qui le font ont conscience de l'effort que ça demande. Donc faites cet effort et ça sera toujours, y aura toujours un bon retour sur ça. Et surtout, vous faites partie du changement. Donc vous avez le droit de poser ces questions, d'essayer de faire en sorte que ça se passe mieux et de faire appel à des personnes qui pourront vous aider pour que ça évolue mieux au nom de l'amour qu'on a pour cet art, quoi.
Magnifique. Ah, Merci écoute, beaucoup, Manon. Merci à toi. Et avant de te libérer, on va faire une scène intime avec les deux cadreurs. Oh mon Juste Dieu. là. C'est parti.